Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme. Isabelle Couturé, diplômée de l'EDEC et de Sciences Po, vous êtes promise à une brillante carrière que vous entamez dans la distribution, d'abord chez Sephora, puis chez Saint-Laurent, avant de faire une entrée fracassante dans l'horlogerie chez Swatch en 2001. Finalement, après avoir dirigé la marque Flic Flac, vous décidez de quitter le groupe pour créer votre propre marque de cosmétiques, Task Essential, en 2005. 6 ans plus tard, votre amour des montres vous mène chez Gucci en tant que DG France des montres et de la joaillerie. Aujourd'hui, votre carrière a pris une envergure internationale au sein de la prestigieuse manufacture horlogère japonaise Seiko, dont vous êtes la présidente Europe. Vous êtes également administratrice de la Fédération de l'horlogerie. Vous êtes surtout l'une des rares femmes à diriger une manufacture horlogère. Isabelle, bonjour. Bonjour Clémence, merci de me donner la parole. Alors, vous avez commencé dans les cosmétiques, puis les montres sont arrivées plus tard. Mais initialement, vous vouliez faire quel métier ? Petite, pendant vos études, vous pensiez à quoi ? Moi, j'ai rêvé longtemps d'être danseuse. Alors, on m'a récemment expliqué que c'était un rêve de liberté absolue, sans doute, je ne sais pas. Et après, j'ai nourri longtemps, et je le nourris encore aujourd'hui, le rêve d'écrire. Alors, je ne sais pas si j'en ai le talent, mais j'aimerais essayer, voilà. Vous allez vous lancer ? Probablement, pour ça, il faut du temps. Des sujets, je pense que j'en ai suffisamment. Dans l'écriture et dans le livre, on peut donner à tous des rêves, des capacités de s'inventer, de se réinventer. Donc c'est ça qui me plaît dans le livre et ça m'inspire beaucoup et ça me guide beaucoup encore aujourd'hui. Et vous savez dans quel univers vous allez partir ? Le style qui me plaît le plus, c'est ce qu'on appelle le roman philosophique. Donc c'est le roman qui raconte une histoire, mais derrière qui parle de la vie et qui vous emporte au travers de choses très intimes en fait finalement. Donc c'est pas un roman juste pour romancer la vie, mais pour mieux comprendre et percevoir votre vie. Donc oui, ça m'intéresserait, mais voilà. Pour ça, il faudrait que je m'occupe un peu moins des montres. Alors comment vous êtes arrivée finalement dans les cosmétiques puis dans les montres ? Le pur hasard, la pure envie de travailler. Je pense que je viens d'un milieu extrêmement modeste. Et pour payer mes études, à un moment donné, c'est ouvert à moi différentes portes. Et Sephora fait partie des portes qui se sont ouvertes à moi parce que c'était une entreprise dirigée par un jeune entrepreneur. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais le papa tenait une droguerie qu'il a transformée en parfumerie. Et voilà, l'histoire est devenue ça. Et c'était quelqu'un qui croyait beaucoup à l'humain. Donc moi, je suis rentrée chez Sephora totalement, en ouvrant une porte d'un Sephora où il y avait une petite annonce. En fait, le lien qui m'a fait arriver à l'horlogerie a été ma connaissance de la distribution que j'ai pu appliquer à l'horlogerie. Et c'est ce qui a beaucoup intéressé à l'époque Nicolas Hayek du Swatch Group, qui voyait ce parallèle entre la cosmétique et l'horlogerie et qui voulait comprendre comment démocratiser un petit peu l'horlogerie, puisque Nicolas Hayek a démocratisé l'horlogerie avec Swatch. Donc effectivement, vous arrivez dans l'horlogerie par Swatch et précisément par Flic Flac. Oui. Vous étiez plutôt en terrain maîtrisé. Oui, j'étais en terrain maîtrisé parce que je maîtrisais le métier de la distribution, même si c'était un autre produit. Par contre, oui, c'est quand même une grosse révolution parce que j'arrive en Suisse, dans un milieu horloger, donc la vallée horlogère qui se trouve entre Neuchâtel et Bienne, et dans un milieu en effet traditionnel, plutôt masculin, mais je l'ai extrêmement bien vécu. J'ai été bien accueillie dans ce milieu-là, qui recherchait des personnalités différentes, mais j'ai eu la chance, là encore, d'être accueillie par un fondateur, Nicolas Hayek, non seulement charismatique, mais visionnaire et profondément humain. J'ai bien vécu cette période suisse dans les années 2000. C'était là l'explosion de l'horlogerie telle que vous la considérez aujourd'hui, cet accessoire qui se montre, cet accessoire qui est devenu un statement en anglais, désolé pour l'anglicisme, mais un statut social, voilà, je cherchais le bon mot, et qui aujourd'hui fait qu'il s'arrache et qu'on en fait un usage de reconnaissance sociale, d'appartenance même parfois à des groupes, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'en 2005, finalement, vous lancez votre marque de cosmétiques, donc vous quittez l'horlogerie pour monter votre boîte ? C'est là où on est humain, et moi je divorce, ma vie change, j'ai 2 jeunes enfants. Je sais pas, d'un seul coup, il y a eu une envie d'un projet personnel. J'avais besoin de créer quelque chose de moi-même
J'avais l'impression qu'un projet personnel me donnerait plus de liberté, de ne pas être attachée à un grand groupe, mais de me retrouver seule à la tête d'une aventure plus personnelle en tous les cas. Cette fibre entrepreneuriale, vous l'aviez depuis longtemps, vous ? Oui, je pense. Je pense qu'elle était là. On peut travailler dans des grands groupes en étant entrepreneur à l'intérieur des grands groupes. Et au contraire, je pense qu'on est encore plus fort. Et c'était le cas des deux entrepreneurs pour lesquels j'ai travaillé, qui étaient Dominique Mandonneau et Nicolas Hayek, qui ont bien compris ce talent, cette qualité-là. Donc, je l'ai mis à exécution seule. Je crois que j'en avais besoin. Ça a été une très belle aventure qui m'a permis, après encore dans mes différents postes, de bien comprendre à 360 degrés ce qu'était la gestion d'une marque et de pouvoir faire... je dis souvent, on apprend à faire beaucoup avec peu, avec des budgets, même quand ils sont importants, mais en tous les cas d'essayer de les utiliser et de les optimiser au maximal. Vous arrivez donc chez Gucci et ensuite Seiko où vous êtes actuellement. C'est difficile de rejoindre une boîte après avoir été entrepreneur ? C'est extrêmement compliqué parce qu'on met les gens dans des cases. On imagine que quand vous avez été entrepreneur, vous ne savez plus répondre au côté corporate des grands groupes. Donc c'est extrêmement difficile et dans mon cas, ça a pu se faire par la confiance accordée à une personne avec qui j'avais travaillé dans le Swatch Group et qui m'a redonné sa confiance. Michele Sofisti, qui est un Italien qui a travaillé pour Ferrari d'ailleurs, un monsieur incroyable et qui m'a redonné sa confiance. Donc oui, c'est très difficile et c'est bien dommage parce que je pense que la richesse des grands groupes pourrait être tellement plus grande si on avait... on parle beaucoup d'inclusion, de multiculturel et tout ça, mais c'est aussi les différences de profil, les différences de diplôme, les différences d'origine et les différences de parcours. Et je trouve que de temps en temps, avoir des entrepreneurs dans les grands groupes, c'est bien. Est-ce que vous essayez également de vous diversifier auprès des femmes ? Parce qu'on a vu que la mode, c'est plutôt un objet masculin. Est-ce que vous travaillez pour... J'y travaille. Après, j'ai un regard... alors, c'est pas du pessimisme, mais c'est factuel. C'est qu'aujourd'hui, ça reste un milieu extrêmement masculin, designé principalement par des hommes. Donc le produit manque généralement beaucoup de féminité, ne serait-ce que dans la taille, le porté. La difficulté que nous avons chez Seiko, c'est que c'est une aventure d'une manufacture industrielle. Et donc la féminité n'est pas nécessairement au cœur de la création. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui porteraient plus de montres si elles étaient plus adaptées et si on avait un discours qui leur parle plus. Mais c'est un travail de longue haleine que de faire évoluer. Et on peut faire le parallèle avec la voiture, la moto. Moi, je conduis un scooter. Il y a des scooters, on ne touche pas par terre. Et c'est ennuyeux quand même. Oui. Voilà, les tests de crash des voitures, je pense, sont plutôt faits avec un corps masculin que féminin, la ceinture, etc., etc. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui se coupent d'une clientèle. Alors, c'est pas grave, nous, les femmes, on a plein d'autres objets de dépenses, le sac à main et autres. Mais voilà, mais je trouve que c'est dommage. Le fait que vous soyez une femme à la tête de Seiko, est-ce que ça vous donne plus de poids pour démocratiser auprès des femmes les montres ? D'une certaine manière, parce que, par exemple, ça a permis de prendre la parole dans la presse. Le fait que j'incarne une marque plutôt d'hommes aide beaucoup en termes de communication. Je pense qu'on attire la clientèle féminine. En termes de développement produit, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faudrait avoir dans les écoles d'ingénieurs un petit peu plus de femmes. Une diversité, une fois de plus, qui permettent un petit peu d'amener cette touche de féminité qui est liée au fait que, tout simplement, c'est ce qui fait nos différences et notre richesse. Donc, voilà. Donc, non, c'est pas gagné-gagné. Mais moi, j'y crois quand même. Et vous, personnellement, comment vous vivez le fait d'être une des rares femmes à ce niveau de poste dans l'horlogerie ? C'est difficile ? Je me suis jamais dit « Ah, je suis une femme ». Non, je suis la patronne d'un groupe en Europe. J'ai toujours considéré mon métier avant toute chose et ma position. Donc, je ne considère pas les choses. Après, force est de constater que régulièrement, je me retrouve dans des positions où je suis la seule femme, où il y a quelques femmes. Depuis quelques temps, oui, j'ai pris un petit peu plus cette conscience. Donc, c'est pas une difficulté, c'est une conscience et une envie
En tous les cas, de dire aux autres femmes, venez déjà, ne vous excusez pas d'être ce que vous êtes parce que vous avez tout autant certainement de qualités, de compétences pour être à la tête d'entreprises, de structures. Donc moi j'ai envie de dire aux femmes, venez. J'ai envie de dire aux messieurs, s'il vous plaît, considérez tous les profils sans considérer qu'une femme aura des enfants. Oui, c'est bien, c'est plutôt chouette d'ailleurs, parce qu'on a plutôt un problème en ce moment là-dessus d'ailleurs. Moi, je trouve qu'au contraire, ça amène tellement de richesse, même dans l'organisation de son travail, tellement d'efficacité et autres. Et moi, j'y crois. Il faut parler, il faut donner envie aux femmes. C'est possible, ça demande de s'affranchir justement de ce côté genré de certains postes. Alors après, moi j'ai des enfants, ça vient aussi des études. Quand mon fils fait une école d'ingénieur et que sur, je crois qu'ils étaient 80 dans leur promo et qu'il y a 5 filles, il y a un vrai problème culturel et que nous, en tant que personnes, on doit résoudre dès l'éducation et je crois qu'on a un rôle tôt. Mais en tous les cas, j'ai envie de dire à toutes les femmes, rien n'est impossible et il faut un peu plus de courage peut-être. Et dans vos équipes, vous arrivez à avoir un équilibre ? Mais non. Non. Non, oui et non, c'est-à-dire que oui, on essaye, mais sur certains postes, on a encore du mal à avoir beaucoup de femmes, de plus en plus, mais encore du mal. En force de vente, j'ai beaucoup de mal à avoir des femmes qui postulent, ou elles n'osent pas, ou elles se disent, bon, de toute façon, j'ai aucune chance, peut-être. Moi, je regarde pas, en fait. Je suis pas là en train de vouloir plus de femmes que d'hommes. Je voudrais juste avoir des candidats et qu'aucune femme ne se bloque à son évolution parce qu'elle est une femme. Vous êtes mère de famille et donc on a vu que vous aviez une carrière bien remplie. Est-ce que c'est compliqué de mener les deux de front ou il faut faire des sacrifices ? Dire que c'est pas compliqué, ce serait mentir. Oui, ça demande des sacrifices, évidemment. Mais je pense également qu'être mère, ça permet également de rationaliser beaucoup de choses, de bien rythmer ses journées, parce qu'on sait qu'à un moment donné, on a des enfants avec qui, avec plaisir, on consacrera justement du temps. Et comme je l'ai dit précédemment, l'éducation de mes enfants, pour moi, est aussi important que diriger une entreprise, parce que c'est de cette manière qu'on assure l'avenir des équipes. Et comme je place l'humain comme important dans mon travail, avoir réussi à accompagner mes enfants et les voir aujourd'hui prendre leur envol, c'est sans doute ma plus belle fierté. Vous avez travaillé et dirigé vos équipes différemment à partir du moment où vous avez été mère ? Oui, je pense. Mais j'ai été mère très jeune. Mais oui, je pense qu'on est différentes. On a un regard certainement plus bienveillant. On peut comprendre aussi à quel point, quand on arrive dans un bureau, une organisation, on ne laisse pas tous ses problèmes devant une porte. C'est pas vrai. On arrive à l'intérieur avec tout ce qu'on porte en soi. Et parfois de savoir capter ce qui est en train d'animer l'autre, ça permet de créer du lien et au contraire, pouvoir ensuite rentrer dans une sphère émotionnelle et savoir accompagner les gens. On voit bien quand ils vont bien, quand ils vont pas bien. Et pas nécessairement rentrer dans de la psychologie de comptoir, mais en tous les cas, essayer de voir que là, il y a quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose. Donc vous comprenez pas quand on voit que ça peut être un facteur bloquant de voir une femme arriver en se disant elle a des enfants ou elle va en avoir. Vous trouvez que ça n'a pas de sens professionnellement ? Ça n'en a pas. C'est une évidence pour moi. Après que l'entreprise trouve l'organisation adéquate et que, évidemment, je ne dis pas qu'il faut accepter un service entier avec... Il faut, une fois de plus, de la diversité, de l'inclusion, oui. Mais moi, je trouve que c'est un atout. Parce que ces femmes-là, souvent, pour avoir travaillé avec des femmes qui ont 1, 2, 3 enfants, quand elles sont au bureau, ça rigole pas. Moi, je trouve que c'est un atout. Voilà, mais en tout cas, il faut prendre l'aspect positif de ces personnes-là pour en créer une énergie. Et moi, j'ai souvent vu en plus ces femmes-là prendre sous leur aile les plus jeunes, les accompagner. Moi, j'ai vu ici des choses se créer. Il y avait la maman dans un service et qui était bienveillante au regard de certains salariés. Et donc, ça fonctionne bien. Quelle est pour vous la définition de la femme inspirante ? Une femme inspirante, pour moi, c'est une femme qui a du courage, qui a le courage d'accompagner d'autres femmes
et qui a le courage d'être ce qu'elle est, tout simplement. Est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière où vous dites que la marche est trop haute, que vous voulez abandonner, reculer ? Pas vraiment. Après, j'ai plus eu des moments où j'ai dit là, il faut fermer une histoire et en ouvrir une autre. Mais pour moi, c'est pas des échecs. Il y a des situations dans lesquelles il faut savoir dire stop. Quel est le moment dont vous êtes le plus fier dans votre carrière ? C'est quand quelqu'un de vos équipes vient vous voir en vous disant voilà, je quitte Seiko, mais grâce à vous, j'ai appris ça, ça et ça. Et elle est arrivée avec en plus un joli cadeau pour m'annoncer sa démission et en me disant grâce à vous, j'ai affronté mes peurs. Moi, c'est une vraie fierté. À l'inverse, quel est pour vous votre plus gros échec ? C'est se séparer de quelqu'un de vos équipes en qui vous avez cru et vous n'avez pas réussi à lui donner le ressort de grandir. Ça, pour moi, c'est des échecs qui me pèsent beaucoup parce que j'ai toujours l'impression qu'on peut y arriver. Et en fait, parfois, on n'est pas en capacité parce que les gens ne veulent pas, tout simplement. Et quel est votre prochain Everest ? Eh bien, celui que je ne connais pas. J'ai envie qu'on me surprenne par un nouveau challenge, un nouveau projet. Mon prochain Everest, ça va être la personne ou l'entreprise, l'organisation qui va se présenter et avec qui je vais pouvoir faire un bout de chemin. Quel est votre mantra ? C'est un mantra qui est difficile parfois, mais c'est que pour moi, tout est possible. On peut. Je crois profondément qu'on n'a souvent pas conscience des capacités que l'on a. Et je dis souvent à mes équipes, mais tu te rends pas compte à quel point tu es fort, ou tu te rends pas compte, tu peux y arriver. Et souvent, les gens arrivent à faire des choses, ils n'avaient pas imaginé un instant qu'ils auraient pu franchir. J'ai une amie à midi qui ne sait pas nager et qui m'a dit, je vais apprendre à nager. Mais je lui ai dit, tu vas voir, tu vas y arriver. Elle me dit, non, j'y arriverai pas. Je lui ai dit, si, tu vas y arriver. Donc je pense que mon mantra, c'est ça. C'est de dire, c'est pas parce que j'apprends à nager à 40 ans que je vais pas y arriver. Je pense que c'est possible. On va revenir un petit peu à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Est-ce que vous voyagez beaucoup déjà ? Pas beaucoup en voiture, parce que je trouve que le pays dans lequel on vit et d'une manière générale, la voiture est quand même pas un moyen de locomotion qui est facile, mais je l'utilise quand même beaucoup, oui, bien sûr. Quand vous prenez la voiture, qu'est-ce qui ne vous quitte jamais comme accessoire ? Alors, soit un thé, soit une bouteille d'eau. J'ai ce geste de boire, en fait. Je conduis une voiture automatique et j'aime boire, en fait. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? Moi, j'ai un souvenir très particulier, c'est qu'il y a quelques années, on m'a invitée à un essai Ferrari. La personne qui m'invite, je dis, mais pourquoi t'as pensé à moi ? Je sais pas, elle me dit, je voulais te voir dans cette situation-là. Et donc, on a été sur le circuit, c'est Monza, je crois. Je me retrouve dans cette voiture et là, je commence à comprendre, en fait, la sensation des gens qui aiment ce type de voiture. Et j'étais avec un pilote de Ferrari, parce qu'il ne vous laisse pas les conduire tout seul quand même. Hein. Et on fait un petit tour tranquille, il m'explique comment ça fonctionne. Puis je trouve ça plutôt intéressant. Et puis à un moment donné, il a dû voir que j'étais à peu près à l'aise. Et là, il me dit « Go, go, go !» Et donc j'ai accéléré à fond. Et j'ai vraiment senti une sensation que je n'aurais jamais imaginée. À l'inverse, quel est votre pire moment passé dans une voiture ? Je me souviens très très bien de la neige à Paris avec une voiture qui n'était pas du tout adaptée à l'usage que j'allais en faire. Et j'habite Saint-Cloud sur la colline là-haut. Ah oui. Et donc j'ai fini à pied en talons dans la neige parce que la voiture qui me paraissait pourtant c'est robuste, elle montait pas du tout. Alors finalement, au volant, vous êtes plutôt zen, énervé, vous chantez, vous écoutez de la musique, des podcasts ? Je suis plutôt zen, parce que j'ai appris à l'être. En plus, je roule en voiture électrique, donc l'électrique amène à rouler zen, franchement. Le matin, c'est la radio, les infos. Le soir, c'est la musique. Et les longs trajets, oui, j'écoute des podcasts. J'écoute pas mal de podcasts. Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Isabelle, où est-ce que vous nous emmenez ? Sur les chemins noirs, qui sont des chemins qui n'ont pas de route, en fait, véhiculée. Donc, je suis désolée, mais ce ne sera pas en voiture. Ce sera sans voiture. C'est des sentiers. C'est des sentiers qui traversent toute la France et qui permettent de ne pas traverser de route. Voilà, quelque chose. Dans la méditation, le côté un petit peu se ressourcer. On vit dans un monde
ultra, je trouve, bruyant, où le silence n'existe plus. Donc oui, j'aimerais assez. Alors après, entre ce qu'on aimerait et ce qu'on... Voilà, c'est sans doute un doux rêve. Mais j'aimerais avoir le courage, en tous les cas, de partir marcher comme ça, soit en très petits groupes, soit seul, pour se ressourcer. Voilà. Isabelle, au revoir et un grand merci pour ce moment tout en temporalité. Merci Clémence. C'était Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme.